on a un peu discuté. Taïf, bien sûr, c'était un compromis, un accord politique entre les leaders politiques et aussi avec les chefs de milice ou les seigneurs de guerre. Et il y avait aussi une décision au niveau international de mettre fin à la guerre libanaise avec la fin de la guerre froide, avec aussi la deuxième guerre du Golfe, où en fait il y a eu un compromis où il fallait stabiliser la région, et aussi le régime syrien qui va entrer dans la coalition avec les États-Unis contre, en fait, pour évincer Saddam Hussein du Koweït. Et voilà, c'est vraiment un processus qui va être mis en marche. Bien sûr, l'accord de Taïf ne va pas parler de la question des disparitions. Vous savez, c'est ce qu'on appelle dans la résolution des conflits un accord qui s'est fait au niveau du leadership sans impliquer la société ou les groupes de victimes, comme aujourd'hui on fait dans les accords ou les traités de paix. On ne considère pas l'accord de Taïf comme un traité de paix, bien entendu. Malheureusement, la violence va continuer et la question des disparitions reste jusqu'aujourd'hui, malgré tous les mécanismes mis en jeu, irrésoluble. Alors, l'accord de Taïf va s'accompagner avec la loi d'amnistie de 1991 qui va pardonner tous les crimes commis en 75 et 91, mars 91, avec l'exception des crimes commis contre les leaders politiques, religieux et des diplomates étrangers. Ils sont exemptés, si vous voulez, la crime. Mais aussi, la loi mentionne les crimes continus. Les crimes qui, en fait, ou qui se répètent, ou qui continuent, comme, en fait, les enlèvements. Tant qu'on n'a pas des informations, on ne connaît pas le sort de la personne disparue, on considère l'enlèvement comme un crime qui continue, qui, en fait, pourrait faire l'objet de procès, comme on va voir quelques cas. Tant qu'on ne sait pas, le crime reste, en fait, continu. Au moment où on a des informations où, par exemple, le corps de la personne enlevée ou le sort est connu, on peut considérer, si le crime d'enlèvement s'est passé entre 75 et 91, qu'il est, en fait, qu'il entre dans la loi d'amnistie, mais dans des milliers de cas, ce n'est pas le cas. Alors, il va y avoir quelques initiatives. Comme je vous ai dit, on oublie la question des disparitions. Les familles continuent de réclamer en fait, leurs disparus. Ce qui va se passer, il va y avoir une petite initiative, mais bien sûr, elle n'est pas satisfaisante pour beaucoup de familles. La loi sur l'héritage va être amendée de manière... Est-ce que c'est une loi qui existe? Vous savez, au Liban, toute communauté, on a 18 communautés, on a des statuts personnels, je pense si je ne me trompe pas, pour 15 communautés, pour les communautés chrétiennes ou musulmanes et druzes. Alors ils vont faire un amendement pour dire, après 4 années de disparition, on peut déclarer la personne disparue morte, on peut dire qu'elle est décédée. Et on peut avoir un certificat de décès. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'il y a beaucoup des familles qui n'avaient pas accès, par exemple, à un héritage ou un compte bancaire, ou tout ce qu'il y a comme, bien sûr, compensation dans le cas où une personne est décédée. Qu'est-ce qui se passe si la personne revient après 10 ans? Ah, ça c'est une autre question. Alors, je ne sais pas, il y a très peu de cas pareils. C'est ça la complexité. Bien sûr, la majorité des familles ont refusé. Ils disent on n'a pas de preuve que cette personne est décédée, sachant que dans beaucoup de familles, il y a une femme qui devait prendre soin de sa famille, parce que vous savez, dans la majorité des cas, l'homme était lui qui travaillait, voilà, et la femme s'est retrouvée du jour au lendemain sans financement, sans salaire. Et il fallait absolument qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille. Alors, mais aussi c'était un dilemme pour ces familles. Et ça a vraiment divisé des familles. Parce que parfois une femme, par exemple, c'était pour elle nécessaire et vital de déclarer malgré elle. Mais la famille de la personne disparue, sa mère ou son père, refusait de déclarer.